Merci pour l'invitation. Mon intervention va se trouver dans le droit fil des interventions de mes deux collègues et aussi de celle de ce matin. On voit bien qu'on croise quand même dans l'ensemble un certain nombre de dispositifs communs qui viennent réinterroger des interventions diverses des collectivités territoriales et de leurs établissements en matière agricole et alimentaire. Donc je voudrais introduire, si ça marche. Oui, ça marche. Partir du fait que, en fait, cette question de l'action des collectivités territoriales, et en ce qui me concerne pour mon intervention, de l'intervention auprès de l'ensemble de la chaîne des opérateurs agroalimentaires, agricoles et alimentaires, comme on préfère, nous amène sur un sujet qui est un peu délicat, parce qu'on n'aime pas trop en parler généralement, c'est celui en fait de l'intervention publique dans le champ économique. Pourtant, l'État, les collectivités territoriales le font quasiment tous les jours. Mais ça reste un sujet assez délicat. Et la question, c'est de savoir si et comment ces collectivités territoriales, qui sont représentatives de l'autorité publique locale en fait, peuvent peser sur les décisions des acteurs économiques, agricoles et alimentaires, qui, selon une décision, selon la définition d'une filière, en fait, ces acteurs, on les définit comme ceux qui sont tous en situation d'interdépendance. Non seulement donc, entre eux, mais une dépendance au produit ou au groupe du produit. Et donc, d'une certaine manière, on se pose la question de savoir si ces collectivités territoriales, elles font partie de ce jeu et de cette chaîne, elles peuvent en faire partie ou pas, ou si c'est un espèce d'ovni qui passe à un moment donné, un peu comme les régies, qui en fait n'auraient qu'une application relativement faible et avec un impact, on va dire, pour le secteur privé quasi négligeable. D'ailleurs, en passant, on le dit aussi pour la restauration collective, on dit que la restauration collective publique a un effet de levier relativement faible en réalité, et sur les pratiques, et sur l'approvisionnement agricole. Alors, coordonner, intervenir, peser, parler avec, ce sont des mots qui n'ont pas le même sens. Et on va donc chercher à saisir aujourd'hui les mots qui sont les plus adaptés pour parler de cette éventuelle fonction de coordination des collectivités territoriales avec les acteurs de la chaîne agroalimentaire. Et pour ça, je voudrais passer par différentes petites étapes qui nous porteront sur des niveaux de réflexion complètement différents, conceptuels et pratiques. D'abord, on va essayer j'aimerais avec vous discuter de l'objet. C'est quoi l'objet de cette coordination? Je vais m'expliquer après quel est le champ d'application de cette coordination. Et ensuite, on regardera très rapidement les moyens et les limites de cette éventuelle intervention des collectivités publiques, des collectivités territoriales, pour finir par se poser la question de savoir s'il faut aller beaucoup plus loin que ce que l'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Et je serai peut-être trop provoquant pour certains, mais ça suscitera le débat. J'aurais de la peine à être plus provoquant que ce que tu as dit avant. Mais on verra. Alors, parler d'abord du champ. Parler du champ, en fait, c'est parler des systèmes. On parle de quel système alimentaire? On parle de quel système agroalimentaire? Parce qu'en fait, la recherche s'est saisie de ces questions-là bien avant. Ça fait déjà, on va dire, une quinzaine d'années que la recherche travaille sur cette problématique-là. Donc bien avant, je dirais, d'une certaine manière, que la société elle-même. Et elle l'a fait d'abord, évidemment, bien avant ces 10 ans-là, elle a travaillé sur le système agroalimentaire lui-même, ce système agro-industriel, pour essayer de le décrire. Elle l'a d'abord décrit en fonction de sa capacité productive, en fonction de sa capacité de rentabilité, du fait de nourrir plus ou moins les populations, de la circulation des produits. Et puis, à partir des années 80-90, où on a commencé à en voir quand même un certain nombre d'effets qui n'étaient pas forcément tout à fait conformes à des enjeux publics absolument fondamentaux d'aujourd'hui, j'y reparlerai, on a commencé à les décrire avec ces caractéristiques, c'est-à-dire des filières longues qui s'appuient essentiellement sur la circulation des produits, sur le transport, sur la logistique, sur des énergies fossiles. C'est ça le système agro-industriel. On peut être d'accord, pas d'accord, ce n'est pas la question ici. Mais c'est important pour la suite. Parce que c'est un système
on va dire, qu'on appelle en sociologie dominant, hein, de façon écrasante dans nos sociétés occidentales, qui est lié en fait à une internationalisation qui relie le fonctionnement des marchés internationaux avec le marché de plein vent du village dont on fait partie, hein, pour faire des choses, pour dire les choses de façon très caricaturale. Alors, en fait, c'est une vision très partielle en fait, des systèmes agroalimentaires qui existent dans le monde, hein, puisqu'on en a d'autres. D'abord, on pourrait relativiser ce que je viens de dire, parce que la plupart des exploitants agricoles, si on prend qu'un seul petit bout, un petit maillon de la chaîne, sont à la fois tournés vers ce marché dominant et très souvent vers d'autres formes de marché, plus locales, plus territoriales, voilà, plus alternatives, si on préfère avoir utilisé ces mots. Et puis ensuite, on a un autre système qui est extrêmement important dans le monde, qu'est le système vivrier, le système de subsistance, qu'il ne faut absolument pas oublier, qui existe même en France. Il y a des études qui montrent comment, dans certains quartiers paupérisés, il y a des études notamment qui sont liées à la crise Covid, dans certains quartiers paupérisés, on a évalué parfois jusqu'à 10% d'autoproduction. Et donc, en période de crise, les personnes qui sont absolument dépendantes de leur autoproduction sont en difficulté, par exemple. Donc, des systèmes de subsistance existent encore en France et certainement en Europe, même si, évidemment, les pays qui l'utilisent le plus, c'est l'Asie, par exemple. Ça va être le plus gros, le lieu où l'agriculture de subsistance résiste encore le plus. Et puis, a été développé dans les années 2000, 2015 exactement pour les publications. C'est un Français, mais il s'appuie sur des travaux qui ont déjà été faits depuis longtemps. Rastoin, vous connaissez peut-être, qui est considéré sûrement comme un alternatif, mais il faut dire quand même qu'il a travaillé d'abord sur les agrosystèmes mondialisés, donc c'est intéressant de voir qu'il ne parle pas de rien. Il ne parle pas de rien, il ne part pas de rien. Et Rastoin, il va définir, il va mettre ensemble un certain nombre d'éléments, des travaux, et il va conceptualiser cette notion de système alimentaire territorialisé comme, là je le cite, un ensemble de filières agroalimentaires répondant aux critères de développement durable. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans les autres modèles. Localisé dans un espace géographique, donc une circonscription géographique qui s'oppose un peu au modèle dominant, hein, bien entendu, de dimension régionale et coordonné par une gouvernance territoriale. On retrouve des mots que l'on a entendus notamment en fin de matinée. Et pour lui, ces systèmes-là reposent sur un ensemble de valeurs matérielles et immatérielles, la qualité nutritionnelle, sensorielle des aliments, leur contenu culturel, le mode de production intensif en emploi, et respectueux de l'environnement, leur accessibilité, leur mode de consommation commensale et conviviale. Bref, vous avez compris, une vision beaucoup plus sociale de l'agriculture et du système alimentaire et beaucoup plus environnementale que le modèle qui a été développé dans les années 60. On ne parlait pas d'environnement à cette époque-là. En fait, si on veut faire un peu un parallèle, ce concept-là, on pourrait l'analyser un peu comme une troisième voie, un peu comme les coopératives ont été après-guerre, une espèce de troisième voie entre un modèle dominant qui s'appuie sur la globalisation, hein, sur la mondialisation, et puis un modèle plus territorialisé, plus tourné vers le territoire, qui essaierait de répondre à des nouveaux enjeux. Les enjeux, on les connaît, hein, les enjeux environnementaux. Je ne vous rappellerai pas, mais je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à aller regarder le dernier rapport du GIEC. On peut contester les données scientifiques, mais le rapport du GIEC, ce n'est pas un modèle alternatif. Hein, ça passe à la moulinette diplomatique. Les données qui sont dedans sont des véritables données scientifiques. Après, on peut les interpréter de façon un peu différente, mais ce sont des données scientifiques, alors on peut refuser la connaissance scientifique. Donc, les enjeux climatiques. L'autre question principale qui est le lien avec l'obésité, et on sait que travailler sur la santé publique, l'obésité, la malnutrition se fait avant tout par le jeu local, par le jeu territorial. C'est beaucoup plus efficace que de faire et de pondre des guides sur comment il faut bien manger. Et puis le dernier, c'est l'augmentation de la précarité alimentaire. D'accord ? Donc, ici, il ne s'agit pas de dire c'est mieux ou c'est moins bien. Ce sont trois types de systèmes caricaturaux qui d'ailleurs se mélangent. Et il y en a un qui est très conceptuel puisqu'il n'existe quasiment pas. C'est celui dont je vous parle, le système alimentaire territorial. Et donc la question qui est derrière l'intervention des collectivités territoriales dans le champ d'action des filières agroalimentaires, c'est une question qui nous dit est-ce qu'on veut réaliser ce type de système ? Et il se trouve que
excusez-moi, là, je vais vous remettre à la bonne place. Il se trouve qu'en fait, c'est pas moi qui le dis, parce que c'est le législateur qui l'a dit. Si vous allez regarder l'article L1 du Code rural, voilà, on nous dit qu'on va développer une stratégie nationale favorisant la résilience des systèmes agricoles et des systèmes alimentaires territoriaux, etc. etc. Autrement dit, le législateur a avalé le vocabulaire qui nous vient de la recherche et en a fait un de ces nouveaux leitmotifs de l'article L1. Vous savez que c'est un article proclamatoire qui dit une chose et parfois aussi son contraire, mais il n'empêche que maintenant c'est dans la loi. Et donc on peut l'analyser, ce système, parce que mettre des mots dans la loi, c'est aussi dire un certain nombre de choses, c'est pas seulement purement déclaratoire. Si un jour le juge veut regarder ce qu'il y a derrière système alimentaire territorial, il verra que c'est la capacité à produire, au moins en partie sur son territoire, des produits agricoles qui permettent de garantir un accès à l'alimentation à sa population, un accès à la population locale. On est dans un autre paradigme que le modèle dominant, qu'il s'agit de développer la capacité dans le temps d'un système alimentaire, donc d'augmenter la résilience. Autrement dit, on retrouve des notions qui ne sont absolument pas dans l'esprit des modèles et donc du droit qui supporte le modèle des années 60, qui est un esprit qui est fondé sur la résilience, sur la durabilité. Et on peut faire des discours et on peut relier ce concept-là, et donc maintenant qui est dans la loi, à des notions comme le développement durable classique, mais aussi au droit à l'alimentation, qui est un concept montant et qui aura un impact demain. Il y a d'ailleurs des propositions de résolution auprès du Parlement sur ce sujet-là. Donc, on est là. On a un concept, une espèce de peut-être d'un imaginaire de la recherche, si vous préférez, qui se transforme à un moment donné et qui rentre dans des textes. La question qui arrive, hein, est-ce qu'on est resté au stade d'une grammaire conceptuelle et à ce moment-là, c'est bien, c'est gentil, c'est sympathique, ou est-ce qu'on a des éléments de droit qui nous permettent d'aller plus loin. Alors c'est ce que je voudrais voir avec vous maintenant. En nous interrogeant sur les moyens juridiques des collectivités territoriales. Alors en fait, on en a vu plein. Alors il se trouve que aujourd'hui, qu'on a fait un travail il y a déjà un petit moment maintenant avec un groupe de chercheurs que vous pouvez retrouver sur le site de FrancePat, qui est le réseau national des projets alimentaires territoriaux aujourd'hui, et qui avait comme objectif d'une part, de créer une classification vraiment juridique qui s'appuie sur les textes, sur les codes français. Il y en a une dizaine qui ont été analysés, et de proposer une vision d'ensemble relativement vulgaire, on va dire, hein, très synthétique, évidemment fausse si on va dans les détails, parce que quand on creuse en droit, c'est toujours plus compliqué. Hein, c'est un peu comme les oignons. Mais au moins, ça donne une idée globale. Et quand on regarde cette liste, on en fait une classification donc en 12 champs d'action. Vous pourrez aller voir sur le site de FrancePat. On peut trouver des éléments qui, peu ou prou, se rapportent à l'idée que les collectivités territoriales peuvent agir avec, à côté, en même temps que les opérateurs de la filière. Alors, je ne vais pas m'arrêter sur tous. Je vais juste les citer. La CDAC, c'est donc lorsque les communes, les collectivités interviennent dans les demandes d'installation des grandes surfaces, des grands commerces, etc. Donc ils ont un pouvoir de régulation dans ces moments-là. Est-ce que c'est vraiment un travail de coordination de la filière? On peut en douter. D'autant plus que, là aussi, il y a des études, les stratégies des acteurs et des grands distributeurs sont des stratégies qui, dans l'ensemble, sont des stratégies individuelles, fondées sur l'acquisition de parts de marché, qui ne répondent absolument pas au développement territorial, ou très peu. Donc ce n'est pas exactement à ce moment-là qu'on va discuter d'orienter, de coordonner les filières. En tout cas, il y a peu de chances que ça le soit. Les communes ont aussi des pouvoirs peut-être plus ponctuels, concernant les abattoirs, concernant l'installation des marchés de plein vent, mais peut-être quelque chose de plus intéressant concernant les marchés d'intérêt nationaux. Et là, par contre, on doit mettre les acteurs autour de la table et on doit commencer à discuter. Donc, autrement dit, ce type de compétences donne une opportunité pour aller discuter avec les acteurs des filières. Évidemment, ce n'est pas la panacée, hein, on est bien d'accord. Alors, deux autres éléments sur lesquels je vais un tout petit peu m'arrêter.
Le projet alimentaire territorial, tout le monde en a parlé, mais personne n'en a vraiment parlé. Donc quand même, allons voir ce que c'est. Et puis, très rapidement, sur la loi Egalim, est-ce que ça peut permettre de faire Excusez-moi, je vais faire l'inverse. Je vais faire le PAT d'abord, voilà, et je reviendrai après. Donc, les PAT, en fait, c'est quelque chose d'un peu particulier. C'est ce qu'on appelle un dispositif à nature hybride. D'un côté, on a l'État qui veut piloter une stratégie de l'alimentation, et puis de l'autre côté, il dit au territoire, allez-y, prenez la main. D'accord ? Donc on est dans cette espèce de tension entre le local, le territoire qui doit agir, et le national qui donne quelques orientations. Jusqu'à présent, pas forcément très importantes, sauf quand il y a de l'argent en jeu. Donc ça a été le cas surtout au moment du plan de relance. D'ailleurs, si on regarde les chiffres d'augmentation du nombre de pâtes, on doit en avoir à peu près 450, 460, ou 480, je ne me rappelle plus, parce que ça a varié. On voit bien que la courbe, l'augmentation du nombre de PAT correspond au moment où on a attribué les aides publiques liées au plan de relance, donc France Relance. Donc, mais quand même, ces PAT sont intéressants. C'est un dispositif. Alors, on a comparé tout à l'heure, on a mis le SCOT, le PAT sur les mêmes lignes, mais ce n'est pas du tout la même chose. Voilà. On a d'un côté des outils réglementaires, le PAT, c'est rien. C'est un outil à la disposition des collectivités, de tous les acteurs privés d'ailleurs, ou publics. Tout le monde peut s'en saisir, tout le monde peut faire un PAT. C'est une proposition, une suggestion d'action. D'accord. La seule chose que l'on sait dans les PAT, c'est qu'il faut se mettre ensemble pour les faire. Théoriquement, c'est ce que nous dit la loi, c'est tout ce qu'elle nous dit. Hein. Rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs. Et là, on est bien dans une situation où, éventuellement, si les collectivités prennent la main, elles peuvent devenir des coordinateurs de filières. C'est d'ailleurs l'objectif de structurer les filières agricoles sur le plan territorial, hein, qui est donné et qui est attribué aux initiateurs de PAT et aux porteurs de PAT par la loi. Hein. Mais à partir de là, on ne sait rien. Les collectivités territoriales, on ne leur donne aucun moyen, si ce n'est les petits subsides qui existent et qui sont pour l'instant peu pérennes. On verra dans l'avenir. Peut-être qu'ils vont complètement disparaître, hein, ce n'est pas forcément trop à la mode. Donc en fait, on donne la main aux collectivités, et en faisant ça, on fait deux choses. D'abord, ce qui s'est passé, et ça on le regarde dans les faits, 95% des PAT sont portés par des communes ou des intercommunalités. Quelques-unes par les départements, et puis par quelques autres organismes publics. Rarement, il y a un cas, je crois, avec une association. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on a donné la main aux collectivités sans le dire. C'est une loi GEMAPI qui n'est pas une loi et qui ne porte pas sur l'eau. C'est la possibilité pour les acteurs d'inventer des choses, de mettre en place des discussions, etc. Mais en faisant ça et en ne normant pas, évidemment, on laisse la main aux jeux d'acteurs locaux et donc aux histoires locales. Autrement dit, c'est la sociologie locale qui va faire que le PAT a telle autre orientation ou telle autre. Selon que vous allez voir un PAT ou un autre, vous verrez que la FNSEA est largement présente et contrôle le système. Dans d'autres, ce sera plutôt des mouvements alternatifs, etc. etc. Et les gens ne sont pas toujours ensemble. Vous verrez aussi que si on regarde la filière, on va avoir des représentants de la filière. J'ai vu beaucoup de PAT où on trouve, par exemple, des représentants de la restauration privée. Par contre, les grands distributeurs, jamais. Des transformateurs, très rarement. Autrement dit, c'est un lieu où il y aurait une occasion, où on pourrait avoir l'occasion de discuter ensemble, où les collectivités pourraient effectivement avoir un rôle de coordination, mais pas dans le sens d'imposer. On n'est pas du tout dans une vision descendante, on est dans une vision de collaboration. D'ailleurs, si vous voulez aller voir ceux qui ne connaissent pas encore l'un des projets sans doute les plus ambitieux en la matière qui est à Rennes, qui s'appelle Terre de Source, il y a un vrai travail de terrain où les collectivités, là c'est porté par un établissement public, hein, c'est le bassin eau c'est la communauté eau du bassin rennais qui porte le dispositif, et ils vont discuter avec les agriculteurs, ils vont discuter avec certains opérateurs, des moulins, etc., pour essayer de rebâtir, de compléter, on va dire, la palette proposée sur le territoire. Alors, ça veut dire qu'il y aurait bien un lieu de discussion, mais c'est un lieu de discussion qui est à la disposition des acteurs locaux, et donc
qui est tributaire, dépendant des jeux d'acteurs locaux et qui est surtout totalement dans lequel on exclut la possibilité de forcer les gens à venir dans la discussion, notamment ceux qui ont des logiques purement individualistes, de groupe, mais individualistes. Alors, juste un petit mot pour parler d'un tout, parce que ça permet de faire des choses... excusez-moi, ça peut être là. Juste un petit mot sur la restauration collective, parce que ça permet de parler de choses très larges, et puis il y a fait de choses ensuite très précises. Hein. Loi Egalim, donc tout le monde connaît, une obligation d'amener des produits dits de qualité Egalim dans la restauration collective. Mais là encore, on est un peu dans le même dispositif. C'est-à-dire qu'il y a une obligation, mais après, les moyens, ils sont laissés à la libre disposition de chaque commune. Ce n'est pas normé. Hein. Donc on a une espèce de parallèle entre une volonté quand même d'agir, si on peut faire une image, une volonté d'agir, et en même temps une volonté quand même de faire avancer l'idée des SAT, si on peut dire, et de l'autre côté, de ne pas pousser trop loin. Et ça donne quand même une grande discrétion aux collectivités territoriales et une possibilité, en tout cas pour les opérateurs, pour les collectivités territoriales, de discuter très spécifiquement avec leurs éventuels fournisseurs, donc avec les acteurs de la filière, de l'approvisionnement dans la restauration collective publique. Donc c'est une toute petite application de ce qu'on pourrait essayer de faire à un niveau plus global dans le cadre des PAT. Mais réduire les PAT à la question de la restauration collective, ce serait en réduire à la fois l'esprit, mais aussi la pratique, parce que la pratique est beaucoup plus large que ça. Alors, en fait, si on veut conclure sur les moyens et aller très vite vers les limites, il me reste quoi en temps? Ça va? En fait, on a un peu deux possibilités. On a soit les opérateurs de la filière ont réussi à les faire venir dans les PAT, on a un forum en fait de discussion, et on essaye de voir comment on restructure ou on structure la filière. Donc, attention, le texte ne dit pas de le faire en opposition au système et aux productions existantes. C'est pas du tout la philosophie. Hein. Ça pourrait être la philosophie de certains, mais c'est pas du tout la philosophie du texte. En tout cas, elle n'est pas montrée comme ça. Hein. Elle dit simplement, il faut quand même réfléchir à ce que sur les territoires, on puisse avoir un certain nombre de produits qui puissent revenir dans le territoire. Et d'ailleurs, quand on a travaillé au moment du Covid sur cette question-là, très vite on s'est dit, mais oui, effectivement, si les filières longues ne fonctionnent plus, puisqu'on a eu peur qu'elles ne fonctionnent plus, en fait elles ont très bien fonctionné. Mais elles ont bien fonctionné parce que les moyens de circulation, c'est-à-dire la clé pour que ça fonctionne, ont continué à exister. Le jour où il n'y a plus les moyens de circulation, notamment la mer, on a vu avec l'Ukraine, ou la terre, on est en difficulté. Donc, ça renforce l'idée qu'on a peut-être intérêt à avoir des palettes sur le territoire qui puissent revenir, même par exemple des agriculteurs tournés vers le marché dominant, qui puissent se retourner vers le marché local à ce moment-là. Donc, ce n'est pas une vision binaire, manichéenne qui est promue, en tout cas pas toujours. Certains l'ont, bien entendu. Donc soit on se met tout le monde, on essaye de mettre le maximum de gens ensemble et on discute, soit on utilise des moments, des opportunités. Donc je vais parler de la restauration collective, voilà. J'ai parlé des mines, ça pourrait l'être aussi, mais en fait autrement il n'y a pas tellement d'opportunités de croisement entre les communes et véritablement la filière. Et encore moins avec la représentation de la filière, hein, interprofession, etc. Alors, regardons les limites. Et ça va expliquer un peu mon propos, un peu, on va dire, pas pessimiste, mais pas totalement enjoué sur les moyens des collectivités territoriales à la matière, parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de limites. D'abord, on en a beaucoup parlé, et je ne pense pas qu'il s'agisse de trop développer, mais si on parle de filière, on parle aussi de commerce. Là, on a beaucoup parlé d'agriculture, donc je ne reviens pas sur le foncier, etc. Mais sur le commerce, en fait, les communes n'ont quasiment aucun pouvoir. Créer un commerce local dans une commune rurale, même lorsque le commerce rural n'est pas en très bonne forme, c'est extrêmement difficile. On a toute une série, je vais faire comme Samuel Crevel tout à l'heure, je vous renverrai à la jurisprudence, qui sera dans le texte s'il y a une publication, mais
la plupart des décisions de justice qui peuvent porter sur un service municipal de ravitaillement de denrées alimentaires, l'installation d'une boucherie municipale, la création d'un bar-restaurant, tout ça, ça fonctionne à partir du moment où il y a une défaillance des opérateurs privés, des services privés, où il y a une interruption suffisamment longue et il faut absolument intervenir. En fait, derrière, c'est ce qui justifie ce qu'on appelle l'intérêt public local, qui permet à la collectivité d'intervenir. Mais on est dans des cas extrêmes. Hein. On n'est pas du tout dans l'idée que supposerait le thème de cette intervention, où la collectivité, pour pouvoir enclencher une discussion avec les opérateurs, se dit, alors moi je mets en place des moyens, on discute ensemble, on forme une société, on crée une restauration, on crée des filières qui vont avec, etc. etc. Ce qui serait l'esprit des PAT. Hein. Juste une petite chose sur ça, il y a une petite évolution, il y a la notion d'utilité publique, il y a une petite évolution avec une très récente décision qui vient de chez toi d'ailleurs, Raphaël, Jeanne, de Poitiers, qui s'appuie sur un nouveau concept qu'on ne sait pas encore totalement définir, et qui est le caractère d'utilité sociale. C'est l'histoire de... Donc la question qui se posait, c'était de savoir si la commune pouvait adhérer à une société d'intérêt collectif qui visait la structuration de filières locales. Et sur la base de l'idée qu'il s'agissait d'une opération à caractère d'utilité sociale, le juge accepte l'intervention de la commune, la participation de la commune à la SIC. Je pourrais vous donner les références. Ceinture verte, Grand Poitiers. Donc ça pourrait ouvrir des portes, si jamais des communes veulent développer des services, des groupes, avec évidemment des opérateurs privés, pour développer des actions autour de l'alimentation locale. Un autre élément qui n'a pas été, et qu'il faudrait sans doute creuser, je l'ai juste noté comme ça en passant, en me disant que j'irai voir un peu plus près après, ce sont tous les processus d'expérimentation qui sont accordés depuis notamment 2021 et qui donnent la possibilité aux collectivités de déroger aux règles générales de droit commun. Et il y a peut-être des choses à creuser pour voir dans quelle mesure les communes, sur la base de ces expérimentations, ne peuvent pas mettre en application des projets qui seraient liés, par exemple, à leur projet alimentaire territorial. Le deuxième point, je vais beaucoup plus vite, le PAT n'est pas contraignant du tout. Ce qui veut dire que s'il n'est pas contraignant et qu'il est volontaire, il n'y a aucun acte. On parle de contrat dans le texte, mais enfin, je ne reviens pas là-dessus, mais en fait, ce n'est pas un contrat contraignant. Il n'y a pas d'effet juridique du tout. Et du coup, l'absence de caractère contraignant fait qu'on peut se poser la question de savoir si ça vaut le coup de s'engager, si ça vaut le coup, ou si ça va produire des effets. On a beaucoup, quand on discute avec les acteurs, on a beaucoup ce retour, on a très souvent ce retour. Le troisième limitation, c'est l'interdiction des ententes. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, si je crée des PAT, je coordonne la filière, je me mets d'accord, on organise les approvisionnements, les fournitures, même s'il y a des opérateurs privés, bien entendu, au bout d'un moment, ça va faire un bloc de société et on pourrait peut-être être confronté à l'interdiction des ententes. Là, tout à l'heure, si je me souviens bien, tu as plutôt parlé des pratiques déloyales. Mais les ententes, c'est pareil, ça a été rappelé par François, je crois peut-être ce matin. La quatrième limite, c'est le droit de la commande publique. Alors, je ne peux pas vous citer tous les articles qui portent, mais on a, dans le droit de la commande publique, en fait, une innovation depuis un certain temps, où on nous dit, c'est depuis, notamment si vous lisez la version de la loi climat, la commande publique participe à l'atteinte des objectifs du développement durable, de leur dimension économique, sociale, environnementale, etc., etc. Et vous retrouvez cette notion dans la définition du besoin préalable, là je parle peut-être pour ceux qui sont plus spécialistes de la question, dans la définition du contenu de marché, dans les conditions d'attribution du marché, dans l'organisation des achats, c'est-à-dire dans tous les items qui constitue la procédure de commande publique, vous retrouvez cette idée-là. Alors, comme l'a dit Raphaël, on ne peut pas mettre produit local à l'intérieur, mais on a quand même tout un tas d'éléments qui permettent de réduire
on va dire, l'ampleur du marché public que l'on veut et d'arriver plus ou moins à avoir des producteurs locaux. C'est loin d'être parfait. Beaucoup demandent notamment à ce qu'on change la réglementation qui est européenne, je le rappelle, en mettant un système de quotas, de pourcentage autorisé de produits locaux, par exemple. D'autres utilisent les PSE, comme à Rennes. À Rennes, par exemple, le système d'achat de produits locaux s'appuie en fait sur la protection de l'eau. Et justifié comme ça. Sur le plan juridique, on peut discuter, mais voilà. Dernière limite, et j'irai vers la conclusion. Deux éléments, j'en parle très peu, je développerai après. Le droit de propriété, la liberté d'entreprendre. Il est évident qu'à partir du moment où je commence à organiser, moi, personne publique, la filière, on va se poser la question de l'acquisition foncière ou de la disponibilité foncière, et va se poser la question de savoir si je n'interviens pas, si je ne porte pas atteinte à la liberté d'entreprendre des opérateurs privés. Et on peut penser qu'à partir du moment où ce type de mécanisme prend une certaine taille, une certaine importance, eh bien, les opérateurs privés, et notamment les gros distributeurs, vont regarder et vont commencer à développer leurs arguments, et notamment sur ces bases-là. Alors, faut-il aller plus loin? Alors, je termine juste là-dessus. Faut-il aller plus loin? On a, dans le cadre d'un contrat de recherche justement sur le risque alimentaire et sur le risque de rupture des chaînes longues, on a travaillé un peu là-dessus et on a fait une proposition de loi provocatrice, qui avait pour objet que les décideurs, donc nos parlementaires, éventuellement regardent, réfléchissent à la question. Bon, c'est arrivé en plein moment où les agriculteurs ont commencé à manifester au début 2024, donc ce n'était pas forcément le moment. On aurait dû attendre, on aurait dû faire comme les spécialistes du marketing, attendre 2 ans ou 3 ans pour la sortir. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de discuter. Et donc, on a fait cette proposition de loi que vous pouvez aller voir sur le site et qui a vocation à dire si on voulait donner au PAT un certain nombre d'outillages pour que, éventuellement, et je mets vraiment, vous voyez, je suis très prudent, pour que, éventuellement, ça puisse fonctionner et que ça puisse donner véritablement des moyens aux porteurs de pâtes d'agir. On a fait une première chose. Je laisse tomber la partie définition. On a d'abord dit, et c'est sur la base notamment de travaux qui ont été faits aussi, il y a eu un rapport Marchand qui a été fait il y a quelques années sur les PAT. On a d'abord dit, même s'il n'y a pas besoin en droit de reconnaître la compétence des collectivités territoriales en matière d'alimentation et d'agriculture, tout simplement parce que rien n'interdit aux collectivités territoriales d'agir, si ce n'est la question des compétences exclusives. Il y a énormément de possibilités, je vous l'ai montré, c'est les 12 typologies là, qui permettent de dire qu'ils peuvent agir quand même. Donc, mais c'est mieux de le faire, parce que ça légitime l'action, ça permet d'organiser les services, notamment les services publics, et ça permet de reconnaître la dynamique des collectivités territoriales, plus que véritablement un intérêt juridique, à notre avis. La deuxième chose qu'on a faite, je vais vous la montrer, c'est de dire est-ce qu'il faut passer par une planification? On l'appelle comme on veut, on l'intègre dans ce qu'on veut. Et on a proposé donc un système essentiellement, surtout qui permettait de sortir de l'idée de projet pour aller vers celle de PAT, de plan. Pourquoi? Alors, ce n'est pas pour reprendre une terminologie soviétique, c'est tout simplement pour montrer qu'il y a une différence. Quand j'essaye d'initier un processus, je peux parler de projet ou d'expérience. Il y a un moment donné, si je veux que ce processus se développe, peut-être qu'il faut parler d'autre chose, parce qu'autrement, ça reste un projet. Et en droit, ça n'a pas la même signification, parce que ça veut dire que derrière, ce que l'on crée devient un acte juridique, et cet acte-là, on va pouvoir éventuellement le contester ou le compléter, notamment par la voie des tribunaux. Donc c'est l'idée de faire passer... c'est un peu copié sur les modèles de planification urbaine, et je vous dis, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de discuter. La deuxième grande discussion, c'est... Alors, on n'a pas voulu non plus inventer, on a travaillé beaucoup en comparant les systèmes de prévention des risques naturels et prévention du risque alimentaire, pour ne pas essayer d'être dans quelque chose qui serait révolutionnaire, mais plutôt pour utiliser des outils qu'on connaît déjà.
et dont on connaît d'ailleurs les limites. Et donc, la deuxième chose, c'est s'interroger, est-ce qu'on doit donner des moyens aux collectivités territoriales d'agir directement sur la création d'entreprises, avec le privé, bien entendu, ou seul, si le privé ne veut pas venir. Et est-ce que l'on doit donner aux collectivités un moyen spécialement dédié pour la mise en œuvre des PAT, une droit de préemption dédiée pour la mise en œuvre des PAT. Évidemment, après, ça demanderait de voir comment ils s'articulent avec les autres droits de préemption, mais ça, c'est une autre question. Voilà. Et on a, c'est pas dans le projet de loi, mais on a aussi commencé à réfléchir sur l'intérêt de développer un mécanisme de financement qui serait un peu à l'image du PAPI, en tout cas dont on a entendu parler tout à l'heure, puisque l'intérêt du PAPI, c'est que c'est normalement, dans l'idée, c'est un financement sur projet. C'est pas un financement dédié qui tombe comme ça. Il faut négocier, démontrer l'intérêt du projet et ensuite obtenir le financement pour le projet que l'on veut faire. Voilà, je m'arrête là. Je vous remercie. J'ai dû dépasser largement. Non, ça va ?